Moi, je travaille sur le préconditionnement anesthésique, en tout cas sur un modèle expérimental. Donc, sur un moyen de se protéger de l'ischémie-reperfusion. Donc, je vous ai mis un petit poster papier, au cas où, je ne sais pas si vous y voyez quelque chose, mais bon, voilà. L'idée, en gros, c'est que l'ischémie-reperfusion, c'est un phénomène hyper fréquemment rencontré en anesthésie et réanimation. Je vais parler plus de la part anesthésie du bloc opératoire parce que tout ce qui est chirurgie de clampage, déclampage, de garrot, de chirurgie cardiaque à cœur arrêté, c'est là qu'on va la rencontrer. Hein. C'est des vrais modèles d'ischémie-reperfusion. Et surtout, ça va être super délétère parce que ça va représenter la première cause de morbimortalité périopératoire, et ça, toute chirurgie confondue. Et en gros, il y a divers mécanismes de protection qui ont été développés. Le préconditionnement ischémique étant le plus puissant, mais c'est quand même difficile d'aller clamper, déclamper des artères. C'est très invasif en tout cas, donc l'application clinique, elle est difficile à mettre en place. Et du coup, nous, on s'est plutôt intéressé au préconditionnement anesthésique. Alors, il y a énormément de publications aussi à ce sujet-là. Donc, ça a fait la preuve de son efficacité chez l'animal et aussi chez l'homme. En tout cas, il y a des résultats encourageants chez l'homme en pratique clinique, mais on galère toujours à reproduire cette protection du myocarde en pratique clinique. Juste au passage, le préconditionnement anesthésique, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une exposition préalable en fait du tissu concerné, hein, qui va via les agents halogénés qui vont traverser en tout cas le corps de manière systémique, hein, si vous voulez, qui vont se diffuser au niveau du corps de manière systémique pour se protéger justement, qui vont allumer des voies protectrices pour se protéger d'une ischémie prolongée. Voilà, et donc justement ce pont entre l'expérimental et la clinique qui est très compliqué à mettre en place encore à ce jour, fait que, en tout cas ça met en évidence qu'il y a encore un manque de compréhension par rapport aux mécanismes d'action et surtout aux modalités thérapeutiques qui vont en découler. Donc, ce que l'on sait en revanche, et c'est ça qu'on a accroché, c'est que le préconditionnement anesthésique va protéger, en tout cas au niveau de la cellule, donc là on passe du tissu à la cellule, ça va protéger en gros les cardiomyocytes d'une mort cellulaire particulière, ça va les protéger de l'apoptose induite par l'ischémie-reperfusion. Et l'apoptose, sans rentrer dans le détail de cette mort cellulaire, ça va toucher en premier, surtout avec l'ischémie-reperfusion, une organelle particulière qui s'appelle la mitochondrie. Et en gros, le préconditionnement anesthésique, lui, va permettre de protéger cette mitochondrie. Et comment il va la protéger? En fait, comment se passe cette protection mitochondriale et surtout cette intégrité mitochondriale? C'est qu'il y a une famille de protéines particulières, donc les protéines sur lesquelles en fait je me suis protéines qui m'ont intéressé, la famille BCL2, qui va être composée de bons membres, hein, des membres anti-apoptotiques qui vont interagir avec des mauvais membres, on va dire, les membres pro-apoptotiques, pour empêcher en gros de perméabiliser et du coup de faire ces lésions mitochondriales qui vont induire après la mort cellulaire. Et en fait, ces membres anti-apoptotiques, donc plutôt les bons membres, ils ont été décrits dans la littérature pour être aussi impliqués dans la cardioprotection, notamment dans le préconditionnement ischémique. Et donc du coup, on s'est demandé assez simplement si le préconditionnement anesthésique avec les agents halogénés qu'on utilise tous les jours au bloc opératoire, comme le sévoflurane, était capable en fait de moduler l'expression de ces protéines anti-apoptotiques, voilà, dans notre modèle cellulaire. Donc on a développé, en tout cas pour vérifier tout ça, il a fallu qu'on arrive à reproduire in vitro de l'ischémie-reperfusion et également du préconditionnement anesthésique. Et en gros, vous voyez là en rouge, c'est une quantification d'activité caspase. En gros, c'est pour vous dire qu'ici, il y a de la mort. D'accord ? Donc en rouge, c'est l'ischémie-reperfusion. Donc on arrive à tuer nos cellules. Et en bleu, c'est le préconditionnement anesthésique. Donc après avoir exposé nos cellules pendant 90 minutes à du sévoflurane, avant l'ischémie-reperfusion, on arrive à les protéger. Et donc fort de ce modèle, on a décidé d'aller vérifier en premier lieu si nos membres anti-apoptotiques étaient bien impliqués dans notre protection. Donc pour ça, en fait, on a fait une approche pharmacologique. Hein. On est allé utiliser un inhibiteur pharmacologique pour empêcher l'action de ces membres anti-apoptotiques. Et on a vu ce qui se passait en situation d'ischémie-reperfusion ou de préconditionnement anesthésique. Et encore une fois, vous voyez que l'ischémie-reperfusion, donc là, c'est pas la même chose, mais en gros, on regarde comment prolifèrent les cellules. En ischémie-reperfusion, on a quantifié, les cellules, elles prolifèrent moins. En préconditionnement anesthésique, elles prolifèrent plus puisqu'elles sont protégées. Et quand on va venir inhiber, donc avec cet inhibiteur pharmacologique, les membres anti-apoptotiques, on empêche la protection du préconditionnement anesthésique. Donc on a bien validé que ces membres anti-apoptotiques de la famille BCL2, ils étaient impliqués dans cette protection.
Donc du coup derrière, qu'est-ce qu'on est allé faire? On est allé essayer d'identifier parmi tous ces membres, il y en a plusieurs des membres anti-apoptotiques, je ne vais pas vous les citer, mais il y en a au moins 5. Nous on est allé voir dans notre modèle, en tout cas sur le cardiomyocyte, lesquels étaient plutôt induits. Et donc on a exposé notre modèle cellulaire à du sévoflurane. On a trouvé qu'il y avait un membre qui s'appelle BCLXL qui était plus spécifiquement augmenté. On est allé voir du coup, on est sorti de la cellule, on est allé chez des souris pour voir également si on reproduisait nos résultats in vitro. Et de manière intéressante, on a réussi à voir également que BCLXL, donc il est là, il est quantifié ici en bleu par rapport à ses autres copains BCL2 ou MCL1 qui sont en rose. Et chez les souris qui étaient exposées à de l'isoflurane cette fois-ci, donc vous voyez que ça se reproduit avec d'autres agents halogénés en dehors que le sévoflurane, on induit également la surexpression de cette protéine. Voilà. Donc derrière, on a voulu savoir finalement, en allant toujours un peu plus loin, j'espère que vous me suivez toujours, savoir comment on arrivait à augmenter cette protéine. Donc nous, on s'est intéressé, donc je fais un jump rapide sur la protéine kinase, en fait, sur une protéine kinase en particulier. Bon, pourquoi elle? Parce qu'elle a été montrée comme étant impliquée dans la protection vis-à-vis de lésions de reperfusion dans d'autres modèles. Et en gros, c'est la protéine kinase AKT. Et on voit que cette forme activée, elle est induite après exposition au sévoflurane. Vous voyez, là, dans les cellules contrôle, il n'y en a pas. Et dès qu'on expose au sévoflurane, tout comme avec pour BCLXL, on induit son expression. Et donc, on s'est demandé finalement s'il y avait un lien entre cette protéine kinase et BCLXL, notre protéine anti-apoptotique. Et du coup, pour savoir ça, on a inhibé dans notre modèle cellulaire pharmacologiquement la protéine kinase AKT et on a regardé comment elle était exprimée, comment allait évoluer l'expression de BCLXL. Juste là, on fait un jump ici. Là, vous voyez que BCLXL, après exposition au sévoflurane, il est toujours surexprimé, c'est le même résultat qu'ici. Et dès que j'inhibe en fait la protéine kinase AKT, je supprime l'expression de BCLXL. Donc en fait, la surexpression de BCLXL, elle est AKT dépendante. Et ici, quand on retourne sur du fonctionnel, donc en situation d'ischémie-reperfusion, quand j'inhibe ce lien protecteur, j'empêche la protection induite par le préconditionnement anesthésique. Voilà. Tout ça, c'est des résultats bruts un peu expérimentaux, je vous le concède. Donc du coup, l'idée, nous, c'était de se rapprocher de la clinique et d'avoir vraiment une pertinence clinique. Et du coup, on a voulu identifier une molécule préexistante, finalement, qui était capable de reproduire cet effet cardioprotecteur, mais en s'affranchissant de l'effet hypnotique des agents halogénés. Parce que les agents halogénés, à la base, ils sont faits pour induire ou entretenir l'anesthésie. Et donc, nous, on a identifié la metformine. Donc, la metformine, agent antidiabétique prescrit à plus de 25 millions de personnes, enfin en tout cas plus de 25 millions de diabétiques, donc largement répandu. Et pourquoi la metformine? Parce qu'en fait, elle va, tout comme les agents halogénés, elle va être capable en fait de partager un mécanisme d'action commun, et c'est l'inhibition du complexe 1, voilà, de la chaîne respiratoire mitochondriale. Ça va pouvoir générer en fait un petit pool d'espèces réactives de l'oxygène, qui vont permettre d'allumer en fait dans la cellule, et ça a été montré de manière consensuelle, des voies protectrices cellulaires. Donc ça permet de faire ça, et surtout dans notre modèle cellulaire, on a réussi en tout cas à retrouver, réactiver en fait la protéine kinase AKT, et en parallèle à surexprimer la même protéine anti-apoptotique. Et là, je ne vous le montre pas là, mais dès qu'on inhibe aussi AKT, on empêche l'expression de BCLXL. Donc de la même manière que le sévoflurane, la surexpression de BCLXL, elle se fait de manière AKT dépendante en tout cas, également avec la metformine. Donc voilà, pour vous résumer un peu l'histoire, ce préconditionnement anesthésique, en tout cas nous ce qu'on a mis en évidence, c'est que il va bien protéger donc des lésions induites par l'ischémie-reperfusion, qu'on va passer par une surexpression d'une protéine anti-apoptotique pour maintenir l'intégrité mitochondriale. Ça va se faire de manière AKT dépendante et surtout, pour la suite, en tout cas, on identifie la metformine comme étant une molécule qui va partager des mécanismes communs et pouvant être intéressante, en tout cas potentiellement cardioprotectrice pour nos patients qui seront à risque cardiovasculaire qu'il faudra d'autant plus protéger. Voilà mon petit topo, les amis.